Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Voici donc la partie numéro 2 de la première vidéo, Mon couple conscient, où je m'étais entre guillemets contenté de lire le texte que j'avais écrit en décembre 2018, nommé donc Mon couple conscient, issu de mon blog, L'effet de serre. Euh, Quand je dis contenté de lire, je pense qu'il y avait déjà énormément de choses à y voir et à y réfléchir. Et aujourd'hui, je me propose, dans cette deuxième partie, de ne pas seulement me contenter de lire le texte, mais de l'expliciter. Donc il commençait ainsi, ce que je vais expliquer. Où es-tu? Comment te rencontrer? Existes-tu seulement? À de possibles réponses, il fallait d'abord entrer en moi. Pour te rencontrer, Adélaïde, il fallait d'abord que j'accepte de traverser toutes mes turpitudes intérieures. Je devais dire oui de tout mon cœur à l'allumage du grand bûcher de mes vanités et surtout le traverser. Voilà, c'est donc comme ça que commence le texte Mon couple conscient. Expliciter cette partie, je pense que ça prendrait énormément de temps, donc je vais essayer de faire court. Ça veut dire que euh, je crois, et ça n'engage donc que moi, une fois de plus, hein, c'est tout à fait subjectif, que tout se joue au niveau énergétique, fréquentiel ou vibratoire. Trois mots étroitement liés, à mes yeux. Et ce que ça signifie donc, c'est que quand je dis où es-tu, comment te rencontrer et existes-tu seulement, eh bien en fait, tant que vibratoirement ou énergétiquement, vous n'êtes pas en phase avec ce que vous voulez vraiment vivre dans votre vie, et donc avec la personne que vous voulez rencontrer, eh bien ça se fait pas. Ça se fait pas pour des raisons très simples, c'est que, comme je le dis juste après, il faut accepter de traverser toutes ces turpitudes intérieures et pouvoir dire oui de tout son cœur. Et dire oui de tout son cœur, ça veut dire pas dire oui en surface, ça veut dire oui en racine, en profondeur. Donc dire oui, je suis prêt à rencontrer euh, une femme pour expérimenter le couple conscient, ça signifie être prêt à travailler toutes ces turpitudes intérieures et toutes ces vanités et les traverser. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement les avoir toutes traversées et toutes réglées pour pouvoir rencontrer cette personne avec qui vibrer le couple conscient, mais ça veut dire le vouloir en toute sincérité, avec toutes les difficultés et tous les efforts et la volonté que ça va demander. Le travail d'acceptation de voir ses propres difficultés intérieures, d'accepter que l'autre puisse euh, y mettre les doigts d'une certaine façon pour, eh ben, pour les travailler en profondeur et les épurer. Donc évidemment, on peut se demander dans un premier temps où est cette personne idéale, entre guillemets, où on peut la rencontrer et si seulement elle existe. Et donc pour pouvoir rencontrer cette personne, pour pouvoir être sûr qu'elle existe et trouver où elle est, eh bien, il faut déjà donc accepter en profondeur et en pleine conscience et en pleine sincérité de traverser ses propres turpitudes. Donc je continuais en disant, pour te rencontrer Adélaïde, de tenter de resquiller mes zones d'obscurité, à rien ne servait. Ici, on ne triche pas, murmurait la force de l'univers. Si tu veux l'approcher, de côté, tu ne peux rien laisser. L'amour ne se livre que dans la vérité de ce que tu vibres du plus profond de toi. Surtout pas de tes désirs de surface ou autres requêtes superficielles, mais des racines de ton être. Ainsi, tu ne peux découvrir que ceux qui sont syntonisés sur ta même fréquence. Donc ça poursuit ce qu'on vient juste de dire, ce qui veut dire qu'en fait aussi, on rencontre toujours les bonnes personnes au bon moment et que la synchronicité des faits donne cette occasion de toujours être sur un chemin de progrès intérieur et extérieur, de progrès spirituel. Des gens demandent souvent, quand on est en spiritualité, est-ce qu'il faut nécessairement rencontrer un maître ou une maîtresse? Est-ce qu'il faut pouvoir recevoir son enseignement et devenir son disciple? Et il y a de nombreuses années, j'ai découvert Arnaud Desjardins.
Et lui avait eu justement, entre guillemets, comme maître un swami et comme maîtresse Mahananda Mahi. Et ces deux personnes disent clairement que le maître, c'est ta vie, c'est ton parcours, ce sont tes expériences. C'est ça le vrai maître. Le maître, c'est toutes les expériences qui te sont proposées au quotidien, à chaque instant dans ta vie de tous les jours. C'est à toi d'ouvrir les yeux et surtout d'ouvrir ton cœur à cette capacité de voir que chaque expérience qui t'est proposée est là pour t'aider à grandir spirituellement, à mettre le doigt sur tes propres blessures intérieures et à les travailler. Et quoi de mieux évidemment que la relation de couple, relation où on est censé donc se livrer le plus intimement et aller au plus profond du don de soi vers l'autre, de l'acceptation à se laisser sonder par l'autre et à sonder aussi l'autre qui est aussi dans cette acceptation. Donc c'est évidemment le couple est une porte d'entrée puissante, très puissante au perfectionnement de soi et à l'apprentissage de l'ouverture du cœur et de l'amour de soi en fait. C'est donc ça qui est proposé. Et généralement, eh bien, on ne choisit pas du tout cette voie-là. Et même si on est dans la demande extérieure de dire j'aimerais rencontrer l'homme ou la femme qui me correspond le plus, alors il y a le concept en spiritualité des fameuses flammes jumelles, donc j'aimerais rencontrer ma flamme jumelle. Alors on viendra plus tard sur cette notion de flamme jumelle, parce que c'est une notion tellement centrale en spiritualité et en spiritualité de couple qu'il faudra forcément parler à un moment ou à un autre exactement de ce que sont les flammes jumelles, à mon sens, et de ce qu'elles permettent de réaliser ou de ne pas réaliser. Mais au lieu de ça, eh bien, on a des pensées profondes, des pensées racines qui, elles, disent inconsciemment qu'elles n'ont pas envie de rencontrer la fameuse flamme jumelle pour une raison très simple, c'est que la flamme jumelle, elle est là pour vous faire un effet miroir et vous montrer face à face qui vous êtes vraiment et toutes vos turpitudes intérieures que vous vous cachez à vous-même, ou même si vous les acceptez intérieurement, vous ne les travaillez pas vraiment parce qu'elles ne sont pas visibles dans votre vie quotidienne auprès des autres. Et on a plutôt tendance à arpenter le sentier pervers. Et donc dans ce texte, à mon couple conscient, j'en parlais justement. Et je disais ceci, ouvrez les guillemets. Il m'a fallu, comme toi, hurler au désespoir et maudire mes mauvaises étoiles noires, projeter mes souffrances sur les écrans de mes campagnes, tout en les accusant de tous mes maux, M-O-T-S, de tous mes maux, M-A-U-X. Perfection d'un miroir que l'on se refuse à voir, je découvrirai même en cela cette fameuse expérience des flammes jumelles. Ce sentiment de parfaite synchronicité d'un amour qui néanmoins sonnerait encore ma dépendance. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train d'expliciter, c'est donc l'effet miroir parfait, le jeu des flammes jumelles, l'expérience des flammes jumelles. C'est souvent douloureux en fait. L'expérience des flammes jumelles, c'est souvent douloureux et c'est souvent là en fait pour provoquer un électrochoc et vous obliger à voir vos travers tels qu'ils sont, votre mésestime de vous-même telle qu'elle est, et pas telle que vous aimez la voir vous-même ou l'appréhender dans votre intériorité. Parce que là, ça vient de l'extérieur, et ça vous touche de plein fouet, parce que si vous êtes vraiment dans une relation de flamme jumelle, votre partenaire est d'une certaine façon, entre guillemets, idéalisé, et c'est la personne avec qui vous avez absolument envie de rester, avec qui vous avez absolument envie d'aller beaucoup plus loin, et de découvrir quelque chose du vibratoire, parce que dans les notions de flamme jumelle, c'est éminemment vibratoire. Vous allez être en syntonisé avec un autre être qui vibre quasiment la même chose que vous, qui est sur la même fréquence, la même énergie, qui a souvent les mêmes problématiques d'ailleurs que les vôtres. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est exactement ce que j'écris là, c'est-à-dire à projeter nos souffrances sur les écrans du compagnon ou de la compagne. Et on a le bon rôle de l'accuser de tous les mots MAUX et au travers de tous nos mots MOTS, quoi. Et du coup, la fameuse expérience des flammes jumelles peut tourner au fiasco total et à un gâchis, un énorme gâchis, ce sentiment de la tragédie grecque, où tout part à volo et finalement est source de souffrance intérieure parce que vous êtes tiraillé entre rester avec ou partir. Et rester avec parce que
il y a toute l'attirance de la syntonisation sur la même fréquence qui fait que vous êtes happé par cette envie de vibrer énergétiquement à la même hauteur que quelqu'un qui vous correspond entre guillemets parfaitement à ce moment-là. Et puis vous êtes aussi dans cette crainte, cette peur d'avoir à vous dévoiler complètement, à vous montrer vraiment tout nu, et, euh, et à accepter que l'autre voit dans cette nudité intérieure tous vos défauts, tous vos travers, toute votre mésestime de vous-même, tous vos défauts, ce qui peuvent être, je sais pas, l'avarice, l'intolérance, l'énervement facile, le masochisme, j'en sais rien, c'est multiple. Et en tout cas, voilà, ce que propose à ce moment-là la relation de flamme jumelle, c'est de mettre tout ça à nu et de ne pas avoir peur de le montrer, ni de le dire. De dire exactement où on en est et de quoi on souffre intérieurement, et de proposer à l'autre de mettre les doigts dans votre mécanique intérieure. Ça, c'est extrêmement dur. On préfère évidemment la phase, l'autre face de la pièce, de cette même pièce, la face qui dit qu'on est parfaitement sur la même longueur d'onde et que tout est parfait et qui nous fait arriver à dire des choses, comme je le dis dans le texte, du style je suis à toi et tu es à moi, nous ne pourrons plus jamais vivre l'un sans l'autre, ou encore tu es ma nourriture sans fin et je suis ton repas éternel, ou je ne peux plus respirer sans toi, je ne suis rien sans ta présence. Et tout ça, évidemment, eh bien, ça sent la perfection de l'amour romantique, quoi, comme beaucoup le cherchent, et surtout les femmes, parce que le côté féminin est un côté très romantique et très connecté au cœur et à l'intériorité. Donc les femmes sont encore, à mon avis, plus sujettes à cette envie de la relation parfaite de la flamme jumelle. Et ça peut assez rapidement, finalement, agacer l'homme qui peut être beaucoup plus pragmatique et du coup qui va sembler froid, distant ou insouciant ou intolérant. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas c'est l'impression qu'il peut donner. Et du coup, bah, quand on est dans cette stratégie-là, ça tourne, comme je disais précédemment, à la tragédie grecque de l'union impossible, d'une espèce de grand gâchis. Et il y a cette fameuse logique et ce fameux rouage de ce qu'on appelle le chaser et le runner, celui qui court et celui qui court après. Et donc alternativement, eh bien, on se tourne autour et puis celui qui a le rôle du coureur fait courir l'autre. Quand il voit que l'autre est distancé, essoufflé, il ralentit pour le laisser le rattraper. Il le laisse un petit peu reprendre son souffle et puis quand il a repris son souffle, il recommence à courir plus vite et hop, c'est reparti. Et ça peut durer des années, ça peut même durer toute une vie entière de jouer ce petit jeu. Et ça peut durer tant qu'en fait on refuse d'admettre qu'on va pas bien intérieurement, qu'on ne sait pas s'aimer soi-même, et que ces schémas-là, ils restent profondément ancrés en soi, et qu'on n'arrive pas à les libérer, on n'arrive même pas à les verbaliser. Donc vous imaginez, quand on n'arrive même pas à les verbaliser, combien on est dans la difficulté pour pouvoir vivre un vrai couple conscient. Vous ne pouvez pas vivre un couple conscient si intérieurement vous avez des turpitudes que vous ne pouvez même pas verbaliser et exposer à entre guillemets, à votre flamme jumelle. Et dans ce cas-là, on va rentrer dans un jeu où il y en a un qui passe pour le pervers et l'autre qui passe pour la victime. Et les deux peuvent mutuellement s'accuser de la même chose, c'est-à-dire que l'homme peut dire que la femme est perverse et qu'il est la victime, et la femme peut évidemment lui retourner exactement la même chose en disant que lui est complètement sourd à ses demandes et à ses requêtes, et donc que c'est lui le pervers et elle la victime. Et donc on est dans une espèce de boucle infernale qui peut durer très longtemps, tant que les deux ne sont pas en capacité de se parler sincèrement et de se dire exactement ce qui ne va pas intérieurement, les mésestimes d'eux-mêmes qu'ils peuvent avoir, leur parcours d'enfant, le fameux enfant blessé, à quel niveau il est blessé et pourquoi. Et en effet, pour ça, il faut nécessairement qu'il y ait une confiance, je dirais presque aveugle en l'autre. Et c'est là où ça ressemble étrangement eh bien, au rapport du maître et du disciple dont on parlait au début de cette vidéo. Parce que quand il y a un rapport de maître à disciple comme ça, eh bien, le disciple a une confiance absolument intense et inébranlable en son maître. Et il doit pouvoir livrer tout ce qu'il est à son maître, il doit pouvoir répondre à toutes les questions que lui pose le maître quant à son intériorité, quant à ses ressentis, quant à ses rouages intérieurs. Et ce dont on ne parle pas assez souvent, c'est que finalement le maître, lui aussi, a une foi inconditionnelle en ce qu'il propose et en son disciple.
parce qu'autrement il ne l'accepte pas comme disciple. Donc s'il accepte de l'avoir pour disciple, c'est qu'il y a une relation qui est proche en fait de celle qu'on peut voir dans les flammes jumelles. Et pour une simple bonne raison, c'est que c'est aussi une relation de couple, tout simplement. Et que on idéalise dans la relation de couple des flammes jumelles, c'est parce que eh ben, il y a aussi toute la dimension de la sexualité qu'il n'y a pas forcément dans la relation entre un maître et un élève. Mais autrement, en dehors de cette composante qui est évidemment très importante, eh bien on est aussi dans une relation de couple quand on est dans une relation de maître et de disciple. Voilà, et tout ce qui compte en fait, c'est de réussir à faire cette prise de conscience que tout ça n'est qu'un jeu, un jeu JEU, c'est le jeu du jeu, JE, et le jeu de nos obligatoires évolutions. Et donc, eh bien, tant qu'on n'évolue pas en conscience, eh bien, il ne peut pas nous être proposé mieux que d'avoir une relation, entre guillemets, souffrante ou dissonante, parce qu'elle est là pour vous montrer exactement les problématiques que vous ne voulez pas voir vous-même, et que vous n'arrivez même pas à verbaliser, ou parfois même que vous n'avez pas encore conscientisé. Et évidemment, c'est extrêmement difficile quand votre compagne ou votre compagnon met le doigt sur une problématique que vous n'avez vous-même pas conscientisée, ça vous saute au visage, et c'est hyper compliqué d'un seul coup de se rendre compte que l'autre a raison, que ça ouvre une blessure profonde en vous dont vous n'aviez même plus conscience, et que non seulement il va falloir l'accepter, la gérer, mais en plus accepter que l'autre l'ait vu, et qu'il puisse vous en parler, quoi, et vous questionner sur le sujet et vous aider à progresser. Si vous n'êtes pas capable de faire ce travail intérieur d'acceptation et de renonciation aux difficultés intérieures, d'épuration, bah, le 9 fois sur 10, les relations de flammes jumelles explosent, tout simplement. Et là, eh bien, on est à nouveau, comme tout à l'heure, dans une relation de pervers et de victime, ou alors il y en a un qui, si c'est la femme, elle joue ce qu'on appelle l'infirmière spirituelle, et si c'est l'homme, on dit qu'il joue le rôle du chevalier blanc. Et dans les deux cas, finalement, celui qui endosse ce rôle-là, eh bien, qu'est-ce qu'il endosse? Il endosse le rôle de celui qui pense être le seul à pouvoir sauver l'autre. Et qu'il est là pour ça, en fait, il est là pour sauver l'autre. Alors vous imaginez bien que, en fait, ça fout en l'air la relation, parce que si on est sur une relation où il y en a un qui croit qu'il est là pour sauver l'autre, ça crée immédiatement une distance et aussi un rapport hiérarchique, entre guillemets, entre celui qui enseigne et celui qui reçoit. On va tomber sur une relation de maître à disciple, mais une relation de maître à disciple faussée et un petit peu perverse, où le maître joue un rôle et le disciple en joue un autre, mais il n'acceptant pas toutes les fonctionnalités du jeu dans lequel ils sont entrés. Et donc c'est extrêmement difficile, quand on est une infirmière spirituelle ou un chevalier blanc, de se rendre compte que 9 fois sur 10, quand on joue ce rôle-là, c'est parce que eh bien, on ne veut pas régler sa propre problématique intérieure, ses propres difficultés, sa propre mésestime de soi. Et du coup, eh bien, on se propose inconsciemment de sauver les autres plutôt que de se sauver soi-même. Essayer d'aimer les autres inconditionnellement, avec une ouverture de cœur immense, alors que en fait on ne s'aime pas soi-même et qu'on n'a pas fait d'ouverture de cœur, de pardon à soi-même de nos erreurs, de nos travers et des actes passés. Et tant qu'on ne fait pas ça, eh bien on ne peut pas aimer parfaitement quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même. C'est d'une évidence absolument flagrante, et pourtant c'est à ce jeu-là que nous jouons la plupart du temps. Et donc ce jeu-là, c'est ça, on dit, bah tiens, je vais sauver l'autre de ses malheurs, et en sauvant l'autre de ses malheurs, pendant ce temps-là, je nie mes propres malheurs à moi. Et c'est une entreprise qui va forcément, à un moment ou à un autre, avorter, parce que on croit qu'on est dans une énergie qui dit ne rien attendre en retour, mais c'est faux, on attend forcément quelque chose en retour. Quand on joue au chevalier blanc, et qu'on a le sentiment d'être là pour sauver l'autre, si l'autre entre guillemets, ne renvoie comme information, qui est souvent biaisée, hein, que d'être un profiteur ou une profiteuse, au bout d'un moment, eh bien, on demande des comptes. Et on dit, j'ai pas arrêté de donner sans attendre, mais en fait, j'attends quelque chose. J'attends ton progrès spirituel, ton progrès intérieur. S'il vient pas, au bout d'un moment, je pète un plomb et je te le reproche. Et c'est là où ça peut tourner à la tragédie grecque, quoi. Et
On peut ainsi donc désespérément accabler l'autre de toutes ses propres turpitudes et refuser de voir qu'en fait, dans cette relation de flamme jumelle, ce qui est proposé, une fois de plus, c'est le jeu du miroir. Et c'est de je te regarde toi, mais quand je te regarde toi, c'est moi que je vois. Et ça marche dans les deux sens. Si ça marche que dans un seul sens, ça peut pas fonctionner. Il faut que les deux soient en capacité de reconnaître que ce qu'ils voient en face d'eux est l'éclairage de leur propre problématique. Et si on n'arrive pas à faire ça, eh bien, forcément, il va y avoir une montée en flèche de sentiments d'injustice d'un côté, et qui peut tourner jusqu'à une exaspération totale de reproches, euh, de, 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 de- de sentiments d'injustice, et puis les mots vont commencer à sortir de la bouche, ils vont être beaucoup plus rugueux, voire agressifs, et on peut aller jusqu'à donc une séparation fracassante et qui irait jusqu'à une envie de vengeance ou voire de haine, quoi. Donc ça peut aller très loin. Le seul point de salut, à mon avis, à ça, c'est, une fois encore, c'est l'acceptation, à se regarder soi-même intérieurement et à admettre que intérieurement, il y a des choses qui ne vont pas, il y a une mésestime de soi, il y a un enfant, un petit enfant qui est encore blessé et qui crie au secours pour qu'on l'aide on l'aide à sortir de la cage dans laquelle il s'est enfermé lui-même, quoi. Euh, Ça oblige donc nécessairement à faire face au mésamour qu'on peut avoir de soi-même. Et je pense vraiment que c'est la clé, quoi. C'est de réussir à se pardonner ses erreurs, à demander pardon à ceux qu'on a enfoncés quand on peut le faire, quand c'est pas trop tard. De toute façon, c'est jamais trop tard, hein. En dehors d'ici, en dehors de l'espace et du temps humain, il y a un espace et un temps autre qui permet de demander pardon même à des gens qui ont disparu, soit parce qu'on ne les voit plus du tout, on n'a aucun contact avec eux, soit parce qu'ils sont décédés. On peut faire aussi cette demande de pardon énergétiquement, dans la méditation, dans la prière, dans les rêves, enfin il y a plein, énergétiquement tout simplement. Et c'est aussi très puissant. Et, euh, et si on arrive à faire ce travail d'acceptation de nos travers et de mésamour que l'on peut se porter, eh bien là, ça ouvre une brèche de lumière dans toute cette noirceur. Et là, donc, dans l'article, j'écrivais ceci. Si ta fréquence d'amour interne s'élève, alors s'ouvrent les possibles de ta rencontre. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, à partir du moment où votre fréquence d'amour intérieur s'élève, votre fréquence d'amour à votre propre pardon, à la mésestime de vous-même, au manque d'amour de vous-même, ouvre la porte à la possibilité d'aimer les autres et de rencontrer la personne qui va vous aider à le faire aussi, quoi. Que ce soit une compagne au travers des flammes jumelles, d'un couple conscient, ou par exemple dans une relation avec un maître, par exemple. Le maître étant la vie, une fois de plus, ça peut aussi être des événements de votre quotidien qui vont vous le permettre. Et à ce moment-là, eh bien, il faut savoir que de l'autre côté, votre compagne ou votre compagnon, elle aura aussi traversé des épreuves pour arriver jusque-là. Et si elle a eu aussi de son côté la volonté sincère, en profondeur, au niveau des pensées racines, de rencontrer une personne syntonisée sur la même fréquence qu'elle, de partager cette même énergie, elle va la rencontrer. Et la rencontre va pouvoir se faire. Et, euh, et c'est là que peut se finir en fait le jeu des flammes jumelles, parce que si vous avez réussi à transcender votre mésestime de vous-même, que vous avez accepté d'entendre ce que votre flamme jumelle vous présente comme miroir, et que, entre guillemets, votre flamme jumelle a aussi accepté de voir le miroir que vous lui tendiez pour qu'elle se regarde elle-même, et que les deux ont réussi ce travail-là, eh bien, d'une certaine façon, le concept des flammes jumelles est dépassé. Et il va plus loin, et le plus loin pour moi, le stade d'après, c'est les âmes sœurs, qui de ces cas-là, élargit le cercle et permet la vibration d'une famille d'âmes entière. Et même ça, cette notion de famille d'âmes entière, eh bien, il faudra aussi la transcender et aller encore plus loin. Et on parlait tout à l'heure de Mahananda Mohi, je vous partagerai un de ses textes une prochaine fois dans une autre vidéo, qui justement explique cela et qui dit que ça va au-delà de tout ça et qu'après, on est en amour avec tout, le fameux tout avec un grand T, et que vous allez aimer autant votre compagne, votre flamme jumelle, entre guillemets, que vous allez aimer n'importe quel être, mais ça va encore plus loin, n'importe quel animal, n'importe quel végétal, n'importe quel minéral. Vous allez être en communion d'ouverture du cœur et d'amour avec l'ensemble de la création. Et vous allez pouvoir être amoureux
d'une fleur dans la nature, ce qui peut être très beau, ou du parfum d'une fleur dans la nature, mais aussi de choses, entre guillemets, qui, dans notre inconscient collectif, sont désagréables. Vous pourrez aussi tomber en amour d'un caniveau, d'une odeur d'égout, parce que vous serez dans l'acceptation de tout ce qui vous est présenté avec amour. C'est un niveau vibratoire et fréquentiel qui est absolument fou et incroyable et auquel je me sens pas du tout encore, hein. Mais je l'entrevois, je vois que c'est ça la voie, c'est vers ça que je tends. Et, euh, et pour aller vers ça, bah, il faut continuer au travers du couple conscient que je vis, par exemple avec Adélaïde. On parle très souvent de tout ça et c'est ça, on est en train de déconstruire tous nos schémas mentaux, toutes nos croyances, toutes nos a priori qui ont été perpétués d'incarnation en incarnation dans ce qu'on appelle la construction de karma. Et donc on est en train à deux d'épurer ça et le concept du couple conscient, c'est ce formidable coup d'accélérateur à la déconstruction de toutes de tous nos schémas mentaux, de toutes nos a priori, nos croyances. On les fait voler en éclats ou on les balaye, on les purifie progressivement. Et au travers de cette relation de couple conscient, eh bien, on se dirige vers ce qui serait un couple divin ou tout simplement vers la sainteté. Et pour moi, tous les êtres incarnés sur Terre sont capables de sainteté, puisque c'est leur condition intrinsèque de base, c'est d'être dans la sainteté. Quand ils sont purs esprit, ils sont saints. Et donc faire l'expérience de la Terre, c'est réussir à connecter la sainteté au travers de la matière. Évidemment, ça paraît complètement fou, et pourtant, bah, c'est juste devenir ce que l'on est, ou redevenir ce que l'on est. Euh, voilà, donc on a explicité pratiquement tout le texte. Euh, donc peut-être encore un petit peu, je lis en même temps le texte. Il faut donc, on disait, ce que j'écrivais là, dépasser les schémas d'appartenance et de dépendance. Et c'est ça qui est le plus important, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'appropriation, il ne peut pas y avoir de jalousie, personne n'appartient à personne, personne n'appartient à rien, tout est là et on est tous constitués de molécules et de particules qui constituent en fait l'ensemble de la matière dans la création, quoi. Et d'une certaine façon, dans ces cas-là, on s'appartient même plus à soi-même et c'est toute la déconstruction de l'individu, du jeu JE, du jeu qui est constitué d'un mental ego, de toute la partie mentale. Toute cette partie mentale, elle se dépollue, et plus elle se dépollue, et moins il y a de jeu avec un grand J, un grand moi qui est là et qui règne en maître. Ce moi, il se rend compte qu'en fait, il n'est pas moi, il est tout, il est nous en même temps. Il est je, et il est tu, et il est nous, et il est tout en même temps. Et plus on s'approche de cette conviction et qu'on la travaille et qu'on a envie de s'en approcher, et plus eh bien, on est plus du tout dans des jeux d'appartenance et des jeux de pouvoir, ça vole en éclats, quoi. Et là, à ce moment-là, on peut vraiment commencer à se livrer sans phare et sans travestissement tous les secrets cachés qu'on peut avoir à l'intérieur, et on n'a plus du tout honte de dire à l'autre qui on est, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de pas bien, ce qu'on regrette, ce qu'on n'arrive pas à travailler intérieurement. Et comme on le disait tout à l'heure, si l'autre aussi vous montre quelque chose que vous n'aviez même pas conscientisé, eh bien c'est de l'accepter, c'est de pouvoir y réfléchir, travailler dessus. Tout ça, ça vous est offert et ça peut être travaillé pleinement que dans l'acceptation de ce qui est proposé. Et là, du coup, pour reprendre le texte, on se décide à faire toujours un pas en avant, là où on aurait toujours fait un pas en arrière avant, parce que par crainte, par peur d'être entre guillemets démasqué et que quelque chose que l'on déteste déjà en soi et qui nous rend déjà aigris intérieurement soit montré du doigt entre guillemets par l'autre. Et dans ces cas-là, ce qu'on fait 9 fois sur 10, c'est on va nous aussi montrer du doigt les défauts de l'autre et lui gueuler dessus. Et ça va partir en sucette, forcément, quoi. Et évidemment, dans ce miroir tendu, ben, on préfère toujours voir le visage radieux qu'on est capable de donner aux autres plutôt que eh bien, le rictus de nos propres turpitudes enfouies intérieurement. Et je me souviens très bien à la rencontre avec Adélaïde, eh bien, une des premières choses qu'on s'est dites quand on a décidé eh bien, de tenter cette expérience du couple conscient, on s'est dit exactement ça. Je vais avoir à te montrer tes mauvais côtés et tu en souffriras, entre guillemets, probablement. Mais je le ferai avec amour et compassion, au salut de ta seule progression interne. C'est ça qu'on s'est échangé depuis le début, donc
le ciment de notre couple conscient, ça a été ça, ça a été de dire, eh bien, il va falloir accepter ce que l'autre va montrer de difficile, de souffrant à l'intérieur, de façon à le mettre en lumière, à le conscientiser, à mettre des mots dessus, et à réussir à transformer les mots MOTS en quelque chose de beaucoup plus beau et sortir des mots MOAX. Et c'est donc ce qu'on s'est proposé. Et on a compris très rapidement qu'il était en fait inutile qu'on se cache l'un à l'autre tout tout ce qu'on avait caché jusqu'ici à tous nos partenaires précédents, parce que c'était trop lourd de souffrance intérieure. Et, euh, et tout ça, ça ouvre la voie à ce qu'on disait tout à l'heure, entre guillemets, la fameuse mission d'incarnation qui est de spiritualiser la jouissive matière. Ça pousse encore plus loin après, ça pousse à dire que eh bien, il faut aussi réussir à transcender et à dépasser l'entente sexuelle qu'il va y avoir avec le partenaire flamme jumelle, parce que généralement, il y a aussi, comme c'est énergétique et que la sexualité c'est éminemment de l'énergie énergétique, il y a une connexion qui se fait au niveau de l'énergie sexuelle et qui est très puissante et qui va encore plus accentuer ce sentiment de flamme jumelle et de connexion parfaite à l'autre, quoi. Et ça va pousser à déconstruire des notions telles que l'envie, le désir, le plaisir, sans les nier, mais réussir à les analyser et à poser pour ce qu'ils sont et pas pour plus que ce qu'ils sont, quoi. Euh, Il n'y a plus à chercher du plaisir juste pour soi ou à offrir à l'autre, il y a juste à pleinement réussir à vivre la connexion énergétique que ça peut proposer et à sortir là une fois encore de tous les schémas mentaux sur la sexualité et sur les pratiques sexuelles qui nous ont été inculquées toute la société et toute la morale judéo-chrétienne depuis des millénaires. Aussi toute l'énergie patriarcale qui peut y avoir encore au sein de notre société. Et ça, c'est des schémas qui sont très profondément ancrés parce ils ont été mis dans notre esprit il y a déjà d'innombrables incarnations. Ils sont perpétués d'incarnation en incarnation. Et pour réussir à purifier ça, il faut faire un gros travail d'intériorité. Et si on fait ça, eh ben, on doit toucher du doigt la perfection du mélange des couleurs que l'on voit si bien dans le yin et le yang avec le point blanc dans le côté noir et le point noir dans le côté blanc. Et, euh, et là, on peut finalement revenir à cette notion de départ où on disait tu es moi et je suis toi, mais d'une façon totalement transcendée et illuminée d'une profonde découverte qui est celle de l'unité et de l'interdépendance des choses et des êtres. C'est donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de comprendre qu'en fait on est tous dans la matière constituée d'atomes, de molécules, de particules, et vous, comme votre partenaire, mais aussi votre animal de compagnie, un cheval, un chat, je sais pas moi, n'importe quel animal, une biche, un crocodile, un rhinocéros, tout cela sont aussi constitués exactement comme vous de particules et d'atomes. Et si on descend encore, entre guillemets, eh ben, un niveau en dessous, eh bien, il va y avoir le végétal, donc un arbre, une plante, de l'herbe, tout ça c'est aussi constitué d'atomes et de particules, exactement comme nous, c'est juste pas assemblé de la même façon et sur la même fréquence, mais c'est la même chose. Et encore au-delà, eh bien, il y a le minéral qui lui aussi est assemblé de la même façon, sur la même base d'atomes et de particules, mais assemblées différemment d'un être humain comme vous et moi, qui vibre à une autre fréquence, une fréquence différente, mais qui est lui aussi en train de faire une expérience sur cette terre, une expérience d'incarnation. Et donc là, du coup, on accède à quelque chose qui touche à l'unité et à de l'interdépendance des choses et des êtres. Euh, pour réussir à arriver là, il faut évidemment faire un travail d'introspection régulier et je dirais même presque permanent et quotidienne dans tous les temps et dans tous les lieux. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il n'y a plus d'attachement qui est possible parce qu'on ne peut pas être attaché plus à un assemblement de particules de la flamme jumelle qu'à un assemblement de particules d'un animal ou d'un végétal ou d'un minéral. Et on se rend compte que tout ça est lié et qu'on est en amour avec tout le temps. J'y touche pas hein, actuellement. Pour moi, c'est pas un mystère parce que je vois très bien ce qui se joue et ce qui est demandé de faire, mais
mais mon travail de dépollution intérieure n'est vraiment pas encore suffisant pour complètement expérimenter ça. Donc il y a des bribes des fois d'espèces d'éveil fulgurant et de connexion au tout. Je l'ai eu souvent dans l'Himalaya face aux montagnes. C'est cette connexion énergétique et ce sentiment de faire absolument un avec tout ce qui m'entourait, d'être la montagne, les cieux, les animaux, la neige. C'était une expérience absolument folle et extraordinaire, mais qui durait pas dans le temps, quoi. C'est un petit peu pour Bouddha, après l'éveil, bah, en fait, il est dans le nirvana parce que justement, dans son quotidien, il continue à toucher cette connexion avec l'infini, avec le tout en permanence, quoi. Et du coup, là, quand on se dirige sur ça, eh bien, tout se simplifie, tout devient extrêmement simple, tellement plus simple que ce qu'on croit, nous, humains, avec notre mental qui complique toujours tout. Tout s'épure aussi, parce qu'au fur et à mesure de l'épuration, ben, on se rend compte que tout est proche de la pureté. Et on arrive à sortir des schémas d'attente, de but, de performance, tous ces schémas qui font qu'on ne peut pas être dans un bonheur accompli tant qu'on est dans des schémas où on est dans l'attente de quelque chose, de réussir d'avoir un but particulier et à obtenir ce but coûte que coûte, ou dans la performance. Quand on est dans un de ces trois schémas, attente, but, performance, il ne peut pas y avoir, à mon sens en tout cas, de vrai couple conscient et de connexion à l'infini et au tout. Parce qu'en amour, avec un grand A, ben, il ne peut pas y avoir de compétition. Et la recherche d'un but, ça inclut presque toujours ça. C'est-à-dire que quand il y a un but, il y a de la compétition. Il faut arriver le premier, il faut y arriver, il faut être le meilleur. Et nécessairement, ça inclut la compétition, et la compétition, c'est pas l'amour, clairement. Et, c'est là que se tiennent souvent, pour terminer le texte et la vidéo, c'est là que se tiennent souvent les trois écueils du couple. L'attente que l'on projette secrètement sur l'autre, l'obtention d'un but parfait à accomplir, à toucher, et l'attachement. Et en fait, merveilleusement, en s'ouvrant ainsi à tout ce qu'on vient de décrire, eh bien, ça offre la possibilité de rencontrer la flamme jumelle ou le maître, ou d'avoir sur son parcours tous les événements parfaits, au moment parfait pour progresser en taux vibratoire et en énergie, et apprendre à nous aimer en pleine conscience. Parce que quand on arrive à s'aimer en pleine conscience, on commence à comprendre que s'aimer soi-même, c'est aimer l'ensemble de la création, puisque si on est constitué de particules et d'atomes identiques à tout ce qui est partout sur cette Terre, on peut être qu'en amour avec toutes les autres particules et tous les autres atomes dans l'ensemble de l'univers. Et c'est comme ça que les gens parfaitement éveillés comme Bouddha ou Jésus ou d'autres, eh bien, rentrent en contact total avec la création, avec un grand C, quoi. Donc en faisant tout ça, eh bien, progressivement, on apprend à être avec un grand E au quotidien. Et quand il n'y a plus de but, plus de compétition, eh ben, c'est ce que j'écris à la fin, il ne peut subsister que la simplicité, l'humilité, la simplicité et la connexion au tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo explicative de ce texte, Mon couple conscient. J'espère que ça vous aura éclairé et que ça vous servira dans votre quotidien, parce que le but c'est vraiment que ça serve dans le quotidien. Et puis bah, une fois de plus, et comme toujours, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu, et vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.